Bonjour Général Olivier Kempf, merci beaucoup. Merci d'être notre invité, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. On a évidemment envie d'avoir votre analyse, votre éclairage sur ce qu'il s'est passé hier et sur ce qui se passe ces derniers jours autour de la situation en Ukraine. L'Ukraine qui a donc accepté hier la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours avec la Russie qui est désormais sous pression. Est-ce que selon vous, on est proche d'une paix durable ? Non. Non, je suis désolé, il faut... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Donald Trump, les États-Unis ont fait énormément de pression sur l'Ukraine. L'Ukraine a dit d'accord, on va offrir cette proposition de trêve. Et là, les États-Unis disent d'accord, je vais reprendre mon appui en renseignement et les livraisons d'armes promises par la présidence précédente. Donc en fait, on est revenu à la situation d'avant avec une proposition de trêve faite par les Ukrainiens. Mais est-ce que ça va être accepté par les Russes ? Je crois que la plupart des analystes sont sceptiques, pour le moins. Est-ce que c'est donc absolument insignifiant ? Non. Non, pourquoi ? Parce que si vous vous remettez quelques mois en arrière, l'Ukraine nous disait pas de négociation, puis pas de négociation directe, et puis voilà, on commence à rentrer finalement dans une mécanique. Et donc c'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. C'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais selon vous, autant Donald Trump avait les moyens de pression sur Volodymyr Zelensky, autant la pression sur la Russie restera vaine ? Il n'a pas beaucoup de moyens de pression. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qu'on a eu hier, c'était finalement un accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Parce que vous avez deux négociations simultanées qui sont en train de se dérouler. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne discutent pas avec les Russes directement. Aujourd'hui, vous avez Washington qui discute avec Kiev et Washington qui discute avec Moscou. Dans le cadre de ce dialogue entre les Américains et les Russes, l'Ukraine, je dirais, est un des sujets de la conversation, un sujet important, mais pas forcément le sujet central ou le sujet le plus important. C'est-à-dire que les Américains et les Russes veulent discuter de questions stratégiques, par exemple de contrôle d'armement, ils veulent discuter des éventuels moyens de pression ou de négociation au Moyen-Orient, ils veulent discuter éventuellement de la Chine, ils veulent discuter d'économie, ils veulent discuter et donc aussi de l'Ukraine. Et donc je pense que Washington, la Maison-Blanche arrive dans ce dialogue avec les États-Unis, avec la Russie, en disant l'Ukraine est une chose, mais c'est un sujet au milieu d'autres sujets. Oui, mais de quel côté il est Donald Trump ? Parce qu'il y a quelques jours, on disait qu'il avait opéré un virage pro-russe. Avec ce qui s'est passé hier, il se situe où ? C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier beaucoup des réactions à l'emporte-pièce, parce que c'est quelqu'un qui adore faire des coups d'éclat, des foucades, et nous autres commentateurs, vous journalistes et moi analystes, et nous analystes, on adore réagir. Cela étant, quand vous essayez de regarder les choses dans la durée, vous apercevez qu'il y a peut-être un peu plus de constance derrière ces fluctuations, derrière cette écume des jours. La constance, c'est quoi ? C'est que d'abord, il n'aime pas la guerre. Il veut cesser la guerre. Et donc, il veut cesser la guerre au Proche-Orient. Il veut cesser aussi, d'une certaine façon, probablement, la question avec l'Iran. Et il veut cesser la guerre en Ukraine. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une sorte de... Je vais dire un gros mot, mais c'est une sorte de pacifiste. Alors dire Trump pacifiste, ça risque peut-être de choquer nos auditeurs, mais malgré tout, c'est son ambition. Et donc, pour cela, il est prêt à beaucoup de concessions, alors que, et vous allez probablement me poser la question, et les Russes ? Les Russes, pour eux, c'est beaucoup plus existentiel, l'Ukraine. Si vous voulez, je veux dire, autant, évidemment, pour l'Ukraine, la guerre est existentielle, au sens premier, autant elle est tout à fait essentielle également pour Moscou. Et donc, Moscou sera beaucoup plus dur et beaucoup plus enclin à céder des choses ailleurs sur les autres sujets. Mais il est prêt à des concessions, Donald Trump, ça veut dire qu'il est prêt à obtenir la paix au détriment de l'Ukraine ? Oui. Absolument. Et parce que finalement, Donald Trump n'est pas très intéressé par la question européenne. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'est pas intéressé par la question européenne. En termes de stratégie, il veut finalement arrêter toutes ces questions de guerre et il veut aller que sur des rapports de commerce. Et donc, pour lui, il faut mettre ça à un terme au plus vite, sachant que, en plus, en termes de politique intérieure, il a le discours selon lequel c'est la guerre de Biden, c'est la guerre de son prédécesseur, c'est la guerre des démocrates, et les Américains, le peuple américain, ne veut pas de cette guerre. Donc pour lui, il est tout à fait cohérent avec sa politique intérieure. Le fait que les États-Unis rétablissent leur aide militaire, rétablissent l'accès aux renseignements pour les Ukrainiens, ça va changer quelque chose dans le cours de la guerre pour les Russes ?
Pas réellement, puisque on me posait beaucoup la question là sur les 3 derniers jours, au fait, est-ce que l'arrêt du renseignement, etc., ça va jouer. Je disais, ça va jouer d'ici quelques jours, et l'arrêt des livraisons, ça va jouer d'ici quelques semaines. Comme on a une décision et puis une décision contraire en moins d'une semaine, si vous voulez, les Ukrainiens vont absorber. À côté de ça, ils ont des difficultés profondes, hein, il ne faut pas les cacher, et qui existent depuis toute l'année dernière. Et les Ukrainiens qui, la nuit précédente, ont mené une attaque de drone sur Moscou, c'est la plus importante depuis les 3 ans de conflit. Est-ce que c'était surprenant, cette attaque? Ça veut dire que l'Ukraine a encore des ressources? Alors, c'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce que c'est intervenu justement juste avant les négociations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. C'était un message lancé finalement au reste du monde et aux négociateurs et aux Américains, de dire, vous voyez, on est capable d'attaquer dans la profondeur, l'Ukraine sait encore se battre, elle est capable de continuer le combat, et donc si nous allons vers des propositions de paix, c'est pas parce qu'on est épuisé, c'est parce que nous pouvons mener encore le combat. C'était ça le message. Est-ce que la Russie aujourd'hui est une menace existentielle pour la France et pour l'Europe, comme le dit Emmanuel Macron? Existentiel est peut-être un mot un peu large, disons. Que ça soit une menace, oui, j'ai envie de dire que toutes les grandes puissances, finalement, aujourd'hui, d'une certaine façon, sont en compétition, voire en confrontation. On parle beaucoup de guerre hybride, j'imagine que vous en avez parlé sur ce plateau. Donc on a des zones conflictuelles qui sont sous le seuil finalement de la guerre ouverte, mais qui viennent pas seulement d'ailleurs des Russes, qui viennent finalement de beaucoup de gens, mais bien évidemment les Russes essayent de faire pression, notamment en termes d'influence. Est-ce que c'est une menace existentielle sur la France? Non. Est-ce que éventuellement ça peut être une menace existentielle pour les voisins de la Russie, et je pense aux pays baltes? Là, la question se pose différemment. Mais entre la France, l'Europe et les pays baltes, il y a quand même une marge qu'il faut apprécier calmement. Mais juste sur la France, parce qu'effectivement on en a parlé, parce qu'il y a en ce moment un texte au Sénat sur la cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui la Russie nous mène une cyberguerre? Et est-ce que nous, la France, on a les moyens de lutter dans cette cyberguerre? Vous savez, ça fait 15 ans que je travaille sur les questions cyber, et j'ai envie de dire, vous connaissez le philosophe Hobbes qui disait l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Dans le cyber, il y a une cyberconflictualité de tous contre tous. Il ne faut pas oublier que nos alliés américains, depuis 10 ans ou 15 ans, mènent des opérations d'espionnage, au moins d'espionnage contre nous, et peut-être un peu plus parfois. Donc on n'a pas réellement d'amis dans le cyberespace. En revanche, et donc ça pour dire que la nécessité de la cybersécurité est évidente, elle doit être tout azimut, et pas seulement contre les Russes, même si évidemment les Russes, voire les Chinois ou les Nord-Coréens, enfin les méchants, nous ciblent particulièrement. Peut-être pour nos positions politiques, et puis aussi et beaucoup pour nos positions économiques, parce que nous sommes une puissance riche avec beaucoup de capital, de savoir-faire, et qu'on vient nous voler nos affaires. Vous parliez de la menace éventuelle de la Russie sur ses voisins européens. Il y a des services de renseignement européens qui disent que la Russie attaquera des pays européens d'ici 2 à 5 ans. Sébastien Lecornu dit que ce ne sont pas les informations des renseignements français. Est-ce que vous en savez plus, vous, sur l'état de cette menace? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ce que j'en sais, on est en source ouverte, et je me méfie, excusez-moi d'être sceptique, c'est mon métier d'être sceptique, je me méfie des déclarations des services de renseignement. Un service de renseignement, il doit donner des informations qualifiées, des renseignements qualifiés à ses autorités. Et ça doit rester secret, c'est la liberté d'appréciation. Quand un service de renseignement commence à rendre des choses publiques, c'est de la communication. Donc on cherche à influencer le public. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que je fais très attention à ce que me racontent officiellement les services de renseignement. Après, moi, je travaille avec les informations qui sont à la disposition de tout le monde, et je rejoins un peu le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en disant « Écoutez, la Russie a quand même déjà du mal à battre l'Ukraine. Voilà, ça lui prend quand même depuis 3 ans énormément d'efforts. Elle est passée en économie de guerre, ça l'épuise, c'est quand même pas simple pour elle. Avant qu'elle se mette à attaquer toute l'Europe, va quand même y avoir un peu de temps. Là où il y a effectivement des risques, c'est sur les bordures des pays baltes. Et c'est là où, voire de la Roumanie, et c'est là où et de la Moldavie, c'est là où nous devons faire effort, et c'est là d'ailleurs où nous avons un dispositif qui est dû à l'OTAN,
où nous avons ce qu'on appelle la présence avancée avec des renforcements de plusieurs bataillons. Et c'est là, absolument, où il faut finalement une présence conventionnelle, intimidante, qui fasse réfléchir les Russes à deux fois et qui se disent, si on part là-dedans, d'abord, on est parti déjà sur une guerre conventionnelle qui va être très compliquée. Pardon, juste présence conventionnelle intimidante, ça veut dire quoi concrètement? Mais pourquoi je dis ça? Parce que le mot dissuasion en français, à la différence de ce qui se passe chez nos alliés, le mot dissuasion est associé au nucléaire, alors que chez nos alliés, on parle beaucoup plus volontiers de dissuasion conventionnelle, qui, dans un langage français, passe mal. Voilà. Parce que la France est une puissance nucléaire, que la plupart de nos alliés, sauf l'Angleterre, ne le sont pas. Donc nos alliés parlent de dissuasion conventionnelle. C'est pour ça qu'en français, on aime bien parler d'intimidation, plutôt que de dissuasion. Intimidation conventionnelle, et là, il faut être très fort, et là, effectivement, il faut renforcer nos moyens, il faut renforcer notre solidarité avec nos alliés baltes et avec nos alliés du flanc est de l'Europe. Mais avec quels moyens, de quelle manière? On a déjà aujourd'hui, par exemple, la France organise une brigade en Roumanie, les Allemands organisent une brigade en Lettonie, nous avons des bataillons alliés de l'OTAN qui sont sur les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie. On a une police du ciel, qu'on appelle une police du ciel, c'est-à-dire une défense aérienne avec nos avions qui est organisée par les pays de l'Alliance. Voilà des moyens qui sont conventionnels, qu'il faut à minima maintenir et probablement renforcer. Au moment où Américains et Ukrainiens discutaient en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron lui a réuni à Paris les chefs d'état-major européens et des pays de l'OTAN. Est-ce que cette réunion, c'était une volonté d'Emmanuel Macron de monter à Donald Trump que l'Europe s'organise sans lui ? Oui, et si vous voulez, on a quand même un grand bouleversement du monde avec aujourd'hui des Européens qui s'aperçoivent que le lien transatlantique est à minima abîmé, à défaut qu'il soit totalement rompu. Et donc, alors que depuis 70 ans, finalement, l'ensemble des Européens, sauf probablement les Français, mais l'ensemble des Européens, construisaient leur sécurité sur une garantie de sécurité américaine, ils sont en train de se rendre compte qu'il faut peut-être un plan B. Voilà, pour dire les choses. Nous, on a le plan B depuis 1960, enfin les années 60, puisqu'on a la bombe nucléaire. C'est ça notre plan B. C'est-à-dire qu'on a construit notre plan A d'abord, et finalement le reste, c'est le plan B. Les alliés européens, c'est l'inverse. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour la France et pour Emmanuel Macron, qui fait les choses habilement, disons le mot, de rassurer finalement le lien transatlantique, parce qu'il doit demeurer malgré tout, c'est-à-dire que malgré l'imprévisibilité de Donald Trump, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture prononcée, grand 1. Il faut simultanément, effectivement, renforcer les moyens européens, et je reviens à votre question, oui, tous les signaux d'un regroupement européen sont positifs, et puis après, il faut aller effectivement s'occuper de l'Ukraine. Mais c'est dans l'esprit des capitales européennes, dans cet ordre-là que les choses s'organisent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, se défendre sans les États-Unis, c'est possible pour l'Union européenne ? Aujourd'hui, c'est difficile. C'est un effort. C'est d'abord un effort de changement des mentalités. C'est ensuite un effort stratégique, parce qu'il va falloir qu'on repense tout un tas de choses. Et puis, c'est un effort qu'on appelle capacitaire, qui passe certes par des moyens financiers et en matériel, mais aussi en ressources humaines et en organisation. Et cet effort-là, il va durer 10 ans, si vous voulez remplacer tout ce que les Américains fournissent, qui sont ces espèces de fonctions transversales, qu'il s'agisse de satellites, de moyens de commandement, de moyens de renseignement, de logistique, de frappe dans la profondeur, de défense aérienne, etc. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut 10 ans à l'Europe pour s'affranchir des États-Unis. C'est un chantier énorme. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. Et c'est pour ça aussi qu'il faut maintenir une sorte, finalement, temporairement en tout cas, de garantie transatlantique, le temps de construire petit à petit un deuxième pilier, de solidifier ce deuxième pilier. Ça prendra du temps. Et aussi parce qu'aujourd'hui, les armées européennes disposent de beaucoup de matériel américain. Est-ce que demain, les États-Unis pourraient empêcher les Européens de se servir de ce matériel ? Alors oui, techniquement, c'est possible. Alors ça dépend de quelle fonction, mais oui, techniquement, c'est possible. C'est pas forcément leur intérêt, parce que Trump est un homme de business, et donc si vous commencez à dire que vos ventes d'armement, elles sont hypothéquées par des portes dérobées, des clés et des autorisations d'emploi, ça risque de dissuader la vente. Or, aujourd'hui, les Américains sont encore le premier exportateur mondial, donc ils font attention aussi à leur balance commerciale. C'est aussi l'intérêt de Trump de favoriser les ventes. Donc, je ne pense pas qu'il va se risquer à ça, d'autant plus qu'une grande partie
aussi des constructions américaines utilisent des sous-traitants européens, donc il y a des moyens de négocier. Une fois que vous avez dit ça, prenons un exemple. On a un budget qui est d'armement, enfin des armées, qui est de 50 milliards d'euros. Je passe les virgules, cette année. Le ministre Lecornu a dit que ce serait bien qu'on aille jusqu'à 90 à 100. Supposons qu'on augmente de 10 milliards. Si on augmentait de 10 milliards dès cette année, supposons, coup de baguette magique, on trouve 10 milliards. Imagine, les sénateurs font bien leur travail. On aurait beaucoup de mal à les dépenser immédiatement parce que les chaînes industrielles ne sont pas prêtes. C'est de l'industrie, c'est des décisions qui ont des délais de latence qui durent plusieurs mois. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est du long terme, cette défense européenne et cette construction de défense européenne. Mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qui nous parlent d'économie de guerre depuis plusieurs mois, depuis quasiment le début de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, nos industries de défense, elles ne sont pas prêtes à assurer cette économie de guerre ? Eh bien, vous savez, l'économie de guerre, c'est d'abord des sous et des contrats. Je vais être assez clair. Il y a eu quelques contrats supplémentaires, il y a eu des incitations depuis 3 ans, il y a eu une croissance régulière du budget des armées. On doit s'en féliciter. Cela étant, nous sommes aujourd'hui à 2,1 ou 2,2% du PIB pour les dépenses de défense. Les Américains sont à 3,5 ou 4, les Russes sont à 6, les Chinois sont à 6. Passer en économie de guerre, c'est déjà passer de 2 à peut-être 3, voire 3,5. Faisons déjà ces sauts-là, et là encore, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est pour ça que quand je vous parle de 10 ans, c'est que vous avez cette trajectoire de croissance, à la fois des dépenses publiques et aussi d'adaptation de l'outil industriel. Et puis, un troisième facteur auquel personne ne pense, il faut les hommes pour armer, pour servir ces matériels. Et donc là aussi, c'est un effort de recrutement qui va prendre du temps et qui va être nécessaire. Je veux dire, tout le monde pense au matériel, mais il n'y a pas que le matériel dans les capacités. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une interopérabilité dans les équipements militaires des différentes armées européennes ? Pas réellement, c'est-à-dire que, alors, si vous voulez, un des grands avantages de l'OTAN était justement de faire de l'interopérabilité technique, ce qu'on appelle de la standardisation. Et donc vous avez de la standardisation. Je prends un exemple. Le calibre des obus OTAN est toujours de 155 mm. Est-ce que tous les obus de 150 mm peuvent se tirer dans tous les tubes des différents modèles de canons ? Pas vraiment. Donc vous avez une standardisation, mais vous n'avez pas une interopérabilité technique complète, même sur les choses que l'on a essayé de standardiser. Donc, et puis vous avez la difficulté que l'industrie européenne n'est peut-être pas assez centralisée, parce que chacun a voulu défendre sa petite base industrielle nationale, et ce qui est louable, parce que chacun veut aussi finalement dépenser de l'argent et voir cet argent irriguer son tissu industriel, ce qui explique qu'on ait toutes sortes de matériel et que ça pose problème aujourd'hui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les opérations conjointes, elles ne sont pas faciles, du coup ? Elles sont très difficiles. On le voit bien en aviation avec le SCAF, c'est-à-dire le Prochain chasseur, ou sur le char avec ce qu'on appelle le MGCS, qui est un programme franco-allemand, qui a beaucoup de difficultés à accoucher. Alors c'est aussi ça qui est intéressant avec la période que l'on connaît en ce moment. C'est que vous aviez finalement des priorités nationales qui s'affichaient de façon discrète, mais qui s'affichaient très fortement dans les coulisses des négociations. Et là, avec la nouvelle donne, ça va peut-être inciter les capitales à faire des négociations peut-être plus radicales, en abandonnant peut-être certains segments, en disant « Ok, d'accord, j'achète chez toi, mais ça, tu achètes chez moi », et de façon à avoir une plus grande spécialisation et donc une plus grande homogénéité des productions. Et avec des changements de philosophie aussi chez des pays européens qui étaient très atlantistes, l'Allemagne, le Danemark, oui, et qui maintenant se rallient plutôt à la position d'Emmanuel Macron d'autonomie stratégique. On va attendre de voir si ça... Vous n'y croyez pas? Non, mais on va attendre dans la durée. Je suis désolé. Un analyste, je me méfie de l'écume des jours. Voilà. Et donc, j'attends de voir comment ça va se passer dans la durée. Et c'est aussi pour ça que je vous dis, attendez dans le temps. Mais on peut espérer des choses beaucoup plus positives que ce qu'on voyait. On voit en tout état de cause des changements d'état d'esprit. Et derrière les négociations, vous allez aussi avoir
je dirais, derrière l'unification industrielle, vous allez aussi avoir besoin peut-être de réorganiser les industries de défense. Peut-être qu'on va vers un nouveau cycle de rapprochement industriel entre les industries de défense européennes, les sociétés de défense européennes. Est-ce que pour vous, on arrivera à décider d'une défense commune à 27 ou est-ce qu'il faut commencer par un petit noyau avec la France, l'Allemagne, la Pologne? C'est une très bonne question parce que moi j'aime bien parler d'Europe en précisant à tout le monde que l'Europe, c'est pas forcément l'Union européenne. Donc, Mme von der Leyen a parlé 800 milliards, mais ça, c'est un peu du pipeau, disons les choses. Il y en a que 150. Pourquoi du pipeau? Parce qu'il n'y a que 150 milliards de prêts. Elle dit 150 milliards qu'elle arrive à débourser assez rapidement parce qu'elle les a. Elle est 650 milliards, vous comprenez, c'est du dégrèvement sur des critères de Maastricht que plus personne ne respecte. Donc c'est du pipeau. Donc il y a 150 milliards. C'est pas grave. Ce qui est très bien, c'est qu'elle est restée dans son couloir de nage. C'est très bien. Elle est restée dans la compétence budgétaire, finalement, de l'Union européenne. En revanche, l'Europe, c'est plus que l'Union européenne, parce que vous devez tenir compte de pays comme la Norvège, comme la Grande-Bretagne. Et là où vous avez raison, il est probable qu'il va falloir commencer plus petit, pour une raison assez simple. C'est qu'en termes managériaux, de commandement, de gestion de projet, il est plus facile de gérer quand vous êtes 3, 4, 5 autour d'une table, que quand vous êtes 27. Et donc, à 3 ou 4, on arrive à s'arranger plus facilement. Et donc, il est probable qu'il va falloir qu'on commence par des petits noyaux. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs plusieurs petits noyaux. Et puis après, ça s'agrégera au fur et à mesure du temps. Mais commençons petits, commençons en bilatéral ou en trilatéral sur des projets plans spécifiques avec de la ferme intention. Le vrai sujet maintenant, c'est la volonté politique. Et puis les moyens financiers. On sent que là, de ce point de vue-là, les choses sont en train de bouger. Pour revenir à votre question tout à l'heure, 31 chefs d'état-major, super pour le symbole, mais c'est pas à 31 qu'on va réellement discuter, on va discuter à 3, à 4, et puis on va avancer, et c'est très bien comme ça, et il faut s'en féliciter, c'est la bonne approche. Est-ce qu'aujourd'hui l'OTAN est plus fragile que jamais? Ah oui, bien sûr qu'elle est plus fragile, parce que l'OTAN, il y a un credo, il y a un acte de foi. C'est celui de la garantie américaine. Et cet acte de foi, il est partagé jusqu'à présent à la fois par les Européens et les Américains. Parce que quand vous lisez l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, ça veut dire que chaque partie prendra les décisions qu'elle juge nécessaires. Ça ne tord pas réellement le bras. Ça reconnaît une agression commune, et puis en réaction en commune, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et jusqu'à présent, tout le monde s'entendait pour dire les Américains viennent. Avec Trump, tout le monde est en train de comprendre que peut-être qu'il ne va pas se retirer de l'OTAN, mais il n'y croit pas beaucoup, lui. Vous voyez, en acte de foi, il n'est pas très pratiquant, il n'est pas du tout croyant. Et donc, du coup, ce qui pose des problèmes aux Européens. Donc, à votre question, est-ce que l'OTAN est fragilisée? À l'évidence, oui. Est-ce qu'elle est morte? Non, parce que l'outil va rester utile, y compris aux Américains et y compris à Trump. En revanche, souvenez-vous, il y a 5 ans, en 2019, Emmanuel Macron avait parlé d'OTAN en mort cérébrale. On avait eu des débats, un comité des sages, un nouveau concept, enfin beaucoup de blabla. Et puis il y avait eu la guerre d'Ukraine, et là tout le monde a dit, vous voyez, l'OTAN, elle n'est pas morte, elle est ressuscitée. Là, elle a quand même pris un coup, et donc elle vit des années chaotiques. Vous voyez, là encore, je suis obligé de vous remonter 5 ans en arrière. Mon temps long par rapport à vos questions immédiates. Mais l'OTAN n'est pas morte. Merci, Général Olivier Kempf. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et de nous livrer votre analyse. Ce matin, on va continuer à parler de ces sujets tout de suite dans le COP.